Messieurs, dames, on va donc reprendre. Merci à tous ceux qui sont là encore. Je vais simplement, avant de relancer les débats sur notre deuxième thème, vous présenter Maître Barbara Cauchois, qui vient de nous rejoindre à la table ronde et qui est donc avocate au barreau de Nouméa. Je la remercie très vivement de nous avoir rejoints. Donc cette deuxième partie de nos réflexions concerne le droit des personnes au sens large. C'est évidemment un sujet complexe également, sensible aussi bien sûr. Et on va procéder de la même façon, c'est-à-dire échanger la parole sur ces questions. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, mais pour introduire cette question, je vous propose un tout petit parallèle ou une petite ouverture sur ce qui se passe en Polynésie française, puisque la Polynésie a été elle aussi confrontée à ces questions de transfert de compétences normatives. Et justement, il y a une vraie différence entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie s'agissant du droit des personnes. Parce que en Polynésie française, le transfert du droit civil s'est opéré en 2004 avec la loi portant statut d'autonomie de la Polynésie. Donc, on pourrait dire que c'est un transfert plus ancien, c'est vrai, mais un transfert beaucoup plus étroit en réalité, puisque en Polynésie, tout le champ du droit des personnes est resté de compétences étatiques. C'est évidemment une situation qui a influencé, je pense, implicitement la réflexion en Nouvelle-Calédonie au moment du transfert du droit civil, puisqu'on a fait valoir qu'en Polynésie, on n'avait pas transféré le droit des personnes et qu'il y avait sûrement des raisons à cela, bonnes ou pas bonnes, c'est un débat de fond, un débat politique. Mais en tout cas, ceux qui étaient assez craintifs de ce transfert ici, en 2010, se prévalait de l'exemple polynésien en disant mais bon, vous voyez bien qu'en Polynésie, on n'a pas transféré cette partie du droit civil qui est évidemment pourtant fondamentale. Alors, ça ne simplifie pas forcément les choses. En Polynésie, on a les mêmes problématiques de savoir ce qui s'applique, ce qui a été transféré, pas transféré. D'autant plus qu'au moment du transfert de compétences, en 2004, il n'y a pas eu du tout ce que moi j'appelle l'ordonnance balai, en quelque sorte, celle qui a étendu les textes, ce qui a été rappelé tout à l'heure. Juste avant le transfert, on a ici étendu bon nombre de textes métropolitains qui ne l'avaient pas été. Ce processus n'a pas eu lieu en Polynésie. Alors, c'est effectivement quelque chose qui était pertinent, utile, cette ordonnance balai, de dire, bon, allez, d'un bloc, on étend tout. Oui et non, c'est-à-dire que ça a sûrement conduit à étendre des choses que peut-être on ne voulait pas. C'est tout le problème de dire on étend comme ça, on actualise et on est bien raccord avec la métropole avant de transférer. Mais encore une fois, est-ce qu'on voulait être raccord sur tout ? Et je ne suis pas sûre, mais bon, ça c'est vraiment un débat, j'allais presque dire de philosophie juridique. Toujours est-il qu'en Polynésie, cette question du transfert du droit des personnes ne s'est pas faite. Alors, il faut bien comprendre qu'en Polynésie, il n'y a pas de statut coutumier comme on a ici, et évidemment, il est difficile de parler des questions personnelles sans évoquer le statut coutumier. Les Polynésiens ne bénéficient pas d'un statut coutumier. Ils sont donc entièrement soumis au droit civil métropolitain s'agissant des questions de droit des personnes, et même au-delà du droit des personnes pures, puisque, par exemple, la question des successions relève toujours de la compétence de l'État. Et je peux vous assurer que ça ne simplifie pas les choses, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des éléments de la tradition juridique française de métropole qui ne correspondent pas aux habitudes polynésiennes, et en particulier en matière successorale, puisque, vous le savez peut-être, les Polynésiens ont une habitude de rester dans l'indivision, qui complique évidemment considérablement les transferts de propriété. On a aujourd'hui en Polynésie des situations sur des terres qui relèvent de 6 à 7, parfois 8 générations où il n'y a pas eu de morcellement des terres au moment des successions.
Donc des terres qui sont en indivision aujourd'hui avec plusieurs centaines d'indivisaires. C'est extrêmement complexe et ça provoque des malaises et parfois même des conflits graves. Ça suscite des violences au sein des familles que cette situation inextricable des terres sur les îles polynésiennes. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ce que dit le droit civil en matière de succession, qui correspond sans aucun doute à la culture métropolitaine, n'est pas conforme à ce qu'attendent les Polynésiens ou à ce qu'ils veulent faire de leur terre. La question de l'usage de la terre en Polynésie est plus importante que la question de la propriété elle-même. Mais sauf que ça ne colle pas. Il y a des situations, vous avez probablement entendu parler des enfants Fahamu en Polynésie, donc ces enfants qui sont adoptés, mais je mets adoptés avec beaucoup de guillemets, au sein des familles, mais qui n'ont aucun statut en termes de droit civil. Et au moment des successions, ces enfants-là, alors même qu'ils vivent sur des terres depuis toujours, n'ont aucun droit au moment des successions. Alors, j'allais dire par chance, mais c'est déjà un point de vue de le dire comme ça, la parole des anciens est souvent respectée, et donc même si la succession se fait officiellement sans tenir compte de l'enfant Fahamu, on lui donne quand même un lopin de terre. Donc on arrive quand même à faire justice comme ça. Mais quand le contentieux va devant le juge civil, le juge civil, il applique le code civil et l'enfant Fahamu sort de la succession. Je vous dis ça simplement pour illustrer le fait que le fait d'avoir maintenu en bloc le droit civil métropolitain pour cette population d'outre-mer n'a pas résolu, loin s'en faut, toutes les difficultés. Donc c'est vraiment une idée qui m'est chère, c'est pour ça que je me permets de le dire et de le répéter, mais il ne faut jamais négliger les aspects culturels de la population à laquelle une législation va s'appliquer, parce que si on le fait ou si on le fait trop, ça ressort toujours. Ça ressort toujours. Après, on fait face à des stratégies de contournement. On fait tout ce qu'on peut pour pas appliquer la loi. Et ça, c'est pas sain, évidemment, parce que ça veut dire que la loi joue pas son rôle de ferment de cohésion sociale. Voilà. Donc, c'était juste pour vous faire part de cette expérience que j'ai la chance d'avoir en étant professeur à l'Université de la Polynésie française, mais je crois que c'est intéressant pour nous ici aussi de parler de ça. Maître Chenot me demande la parole Mais si, j'ai fini. D'ailleurs, c'est pas moi qui suis censée parler, je suis censée juste distribuer la parole. Mais c'est des sujets qui finalement me tiennent tellement à cœur, je peux pas m'empêcher, d'en dire quelques mots. Mais je vous cède immédiatement la parole, ça va permettre de lancer les choses. Je voulais rebondir par rapport à votre expérience polynésienne. Alors, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de droit de succession en Polynésie. Donc, il y a une vertu à cette fiscalité, c'est que parfois ça contraint les personnes à régler la succession et donc éventuellement à identifier les biens et à les partager. Mais je rejoins aussi ce que vous disiez au sujet de l'importance de cultures différentes, mélanésiennes, polynésiennes. Ça existe aussi en Calédonie. Et il y a un outil, alors c'est pas du contournement, mais c'est l'exploitation d'un outil pour se conformer à certaines traditions qui ne sont pas compatibles, ou en tout cas qui sont différentes des traditions franco-européennes. Et on a l'outil de la RAR, la renonciation anticipée à l'action en induction. C'est-à-dire que moi j'ai été notaire en métropole, je peux vous dire que cet outil était assez peu utilisé. L'idée, c'est de permettre de faire sauter la réserve héréditaire avec l'accord de tous les héritiers réservataires et de permettre d'avantager considérablement, voire totalement, un des héritiers. Et je constate qu'en Calédonie, cet outil est utilisé par des populations wallisiennes, alors évidemment pas kanak, puisqu'elles sont hors, on va en parler, hors champ, code civil, on va dire en droit commun, même calédonien, mais indonésienne, wallisienne, dans l'idée, finalement, cet outil va permettre de
de léguer la maison aux plus jeunes des 6 enfants, parce qu'il est destiné à s'occuper des parents jusqu'à la fin, où il y a toute une série et cet outil est utilisé. Absolument. Et alors ça me fait penser à quelque chose que je vais ajouter pour aller au bout de cet exemple. On disait tout à l'heure, finalement, quand ça ne va pas ici, parce qu'on n'a pas étendu, qu'il y a un hiatus entre ce qui se passe en métropole et ce qui se passe ici, ça crée de l'insécurité, etc. Sur la question des successions en Polynésie, donc je répète, le droit qui s'applique, c'est le droit successoral de métropole. Mais à force de constater que ça ne marchait pas bien, on a forcé, en quelque sorte, un peu la main du législateur métropolitain pour faire adopter une législation spécifique à la Polynésie qui vient dire exactement le contraire de ce qui se passe en métropole sur la question successorale. En métropole, ce qu'on appelle le partage par souche n'est pas possible, alors que c'est exactement ce qui correspond à la mentalité polynésienne, je vais le dire comme ça de manière très simple, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une personne qui hérite, mais la souche, et les Polynésiens disent eux-mêmes la souche terrienne, c'est pour montrer le lien quand même fort qu'il y a entre les gens et leurs terres. Et la Polynésie a fait des pieds et des mains et a fini par obtenir une dérogation pour la Polynésie au droit successoral. Alors pourtant, Dieu sait si l'État ne voulait pas de cette dérogation. Et aujourd'hui, on a une règle spécifique qui autorise le partage par souche en Polynésie, ce qui a réglé quand même beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que c'est un groupe qui hérite et pas un individu. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que au lieu de faire un copier-coller de quelque chose qui aurait manqué de métropole, au contraire, on a fait autre chose, le contraire, en l'occurrence, parce que quand je dis le contraire, c'est que les magistrats, alors ça intéressera les magistrats qui sont dans la salle, les magistrats qui étaient en poste en Polynésie, constatant que c'était impossible de solder des indivisions qui avaient, encore une fois, parfois 70-80 ans, ont appliqué contra legem du partage par souche. Et la Cour de cassation, systématiquement, appliquant le Code civil, cassait ces décisions de la Cour d'appel de Papeete et remettait en cause les partages par souche. Et on a fini par obtenir du législateur qu'il admette officiellement ce partage par souche, et il est maintenant en vigueur et pratiqué au jour le jour par les tribunaux en Polynésie. Et ça a soulagé tout le monde. Et effectivement, maintenant, ils le font non plus contra legem, mais sur la base de la loi spéciale pour la Polynésie. Ce qui montre bien que, je veux dire, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Le fait d'avoir une disposition différente de ce qui se passait en métropole, au contraire, a apaisé beaucoup de difficultés. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait prendre la parole en premier. Est-ce que Madame Cauchois, qui est la nouvelle invitée, voudrait peut-être nous dire ce qu'il en est dans sa pratique professionnelle, donc sur cette thématique plus spécifique du droit des personnes, de la famille au sens large, alors en lien toujours avec les problématiques de transfert de compétences. Les dispositions métropolitaines qui ont été prises par ordonnance Balai au moment du transfert de compétences ont évolué en métropole et pas sur le territoire, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple pour tous les divorces, on est complètement séparés procéduralement de la loi métropolitaine qui a vécu un certain nombre de modifications. On en parlait tout à l'heure avec Maître Chenot, notamment la déjudiciarisation des consentements mutuels qui peuvent se faire devant notaire. Tout ça, ça ne s'est pas applicable ici. Et même plus récemment, on a eu une modification profonde de la saisine même du juge dans le cadre d'un divorce dit contentieux, ou en tout cas non-consentement mutuel, qui fait que pour les avocats sur le territoire, alors qui viennent d'arriver de métropole, tout ce qu'ils ont appris, il faut qu'ils revoient leur copie et qu'ils reviennent à la pratique ancienne. Et pour les avocats du territoire qui font des divorces en métropole ou à Wallis et Futuna ou en Polynésie, puisque évidemment on est, alors peut-être un peu à la différence, je pense qu'on a
un vrai terreau multiculturel en Nouvelle-Calédonie qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de beaucoup d'îles alentours et de métropoles, qui fait qu'on a des mariages interculturels où on a des personnes qui vivaient avant en Polynésie et travaillent maintenant ici. On a donc des saisines des tribunaux alentours et on est finalement le seul entre Wallis, la Polynésie et nous à avoir un droit qui est différent. Donc j'en parlais la dernière fois avec une consoeur qui me disait je me suis mis à la procédure métropolitaine parce que je fais un divorce pour un de mes clients qui réside ici mais qui divorce en Polynésie pour des questions de compétences territoriales. Donc on a cette difficulté, mais qui en soi, en dehors de la nécessaire mise à jour pour le praticien, ne pose pas vraiment de problème parce que le fondement même du divorce, les causes de saisine, les causes de divorce n'ont pas profondément changé. La forme a beaucoup changé, mais finalement le fond, on n'est pas comme sur la vieille réforme de 75 qui avait vraiment bouleversé le droit du divorce. Où là-dessus, il n'y a pas tellement de difficultés. Enfin, il n'y a pas de difficulté, en dehors, encore une fois, pour le praticien de se mettre à la page. Après, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, la difficulté peut-être en Calédonie, c'est justement finalement ce multiculturalisme qui fait que c'est difficile de dire on va essayer de trouver quelque chose qui va convenir à tout le monde, puisque finalement on a, comme je vous le dis, beaucoup de personnes qui viennent de beaucoup de territoires. On avait par exemple la difficulté, et là je reviens finalement à ce qui a été évoqué tout à l'heure par ma consoeur, finalement les métropolitains qui arrivent sur le territoire et qui divorcent ici devraient pouvoir dire appliquons la loi métropolitaine. Ce qu'on ne fait pas. Alors, encore une fois, comme au fond il n'y a pas beaucoup de différences, ça ne pose pas beaucoup de difficultés. Mais pour les Wallisiens, dont le statut personnel relève plus vraisemblablement d'une sorte de droit canon, les dispositions du droit personnel pour le mariage, je sais qu'à un moment donné, on avait un magistrat qui se posait la question et qui commençait à appliquer du droit canon pour les Wallisiens de statut personnel wallisien qui divorçaient sur le territoire. De pratique, sauf erreur, et je demande confirmation à mes quelques confrères dans la salle, on ne demande pas l'application du droit métropolitain pour les métropolitains résidant sur le territoire, même si les juges ici, quasiment tous, à ma connaissance en tout cas actuellement, ont tous travaillé en métropole et donc seraient en mesure d'appliquer ce droit métropolitain qu'ils connaissent parfaitement. Mais bon, on n'a pas beaucoup de fonds, pas beaucoup de différences de forme sur les demandes qui peuvent être formulées, donc ça ne pose pas tellement de difficultés. Voilà pour le transfert sur le droit de la famille. Alors, on a quelques difficultés, nous, parce qu'il y a plein de dispositions qui sont plutôt intéressantes, notamment, je pense à la dernière qui me vient à l'esprit sur la modification du nom, qui a été profondément facilitée vraiment en métropole maintenant et qui, pour nous, demande encore un passage très compliqué en ce qu'il est très long. Et c'est vrai que de temps en temps, on se dit qu'on aimerait bien que des petites choses comme ça soient transférées sur le territoire parce que, de la même manière, des Calédoniens ou des métropolitains qui vivent ici voudraient pouvoir bénéficier de cette facilité qui a été apportée par le dernier garde des Sceaux sur la modification du nom. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt utile. Enfin, moi, ça me semble utile parce que voilà, on est confrontés, donc on envoie nos clients voir comment en métropole ils pourraient aller faire une déclaration à la mairie. C'est vrai que c'est un peu dissonant sur certains points et ça nous pose des petites difficultés parce qu'on aimerait pouvoir. Les gens, ils vont se renseigner sur Internet, donc ils disent je voudrais appliquer cette nouvelle disposition. Et là, on est obligé de leur dire oui, mais c'est pas applicable ici. Ah ben, mais moi, je suis métropolitain, donc je voudrais que ce soit applicable. Alors oui, mais il faut que ça passe devant l'officier public de la mairie et ce ne sera pas possible. Donc on a des difficultés de pratique et on a certains de nos clients qui vont divorcer devant un notaire en métropole en consentement mutuel parce qu'ils trouvent que c'est plus rapide, plus efficace et que ça leur correspond mieux et qui donc échappent à leur juge naturel, leur juge même de droit, pour aller en métropole pour certaines fois où ça ne pose pas de difficulté. J'en termine sur un point, après je vais laisser tout le monde parler. On a une vraie difficulté, et alors là c'est du statut civil coutumier, mais finalement en droit de la famille et pour le multiculturalisme on y est souvent confronté. Moi j'ai des clients, quelquefois de statut civil coutumier, qui vivent en métropole, ils sont militaires, ils sont étudiants, ils font des enfants, ils enregistrent leurs enfants en droit commun en métropole, et puis ils arrivent ici. Et finalement, c'est le droit coutumier qui est censé s'appliquer. Alors, l'enregistrement au statut civil coutumier se fait plutôt facilement, mais derrière, ça pose des difficultés parce que ça a forcément des conséquences juridiques assez lourdes. Donc, on est toujours en train de se demander si
finalement, en opportunité, on applique tel ou tel régime parce que le statut personnel, on transporte, on vit avec sa loi personnelle. Et ça, c'est un vrai truc attaché vraiment au droit de la famille, au droit de la personne en général. Merci beaucoup. Et ça confirme, et je vous remercie de le dire, parce que c'est vraiment toujours cette question de on fait le droit pour qui et on l'applique à qui. Vous évoquez la question du statut personnel coutumier de gens qui pourraient, en tout cas théoriquement, qui devraient le revendiquer aussi en métropole, et ça devrait pouvoir s'appliquer en métropole. Alors pour plein de raisons pratiques, on nous dit ah ben non, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas les assesseurs coutumiers devant les juridictions métropolitaines, etc. Bon, c'est des choses sur lesquelles on a déjà beaucoup écrit, nous, à l'université. Mais c'est passé sous les radars, ces questions-là. Mais le statut personnel voyage avec la personne. Et là, l'Assemblée se dit majoritairement, bon, ok, mais ça ne nous concerne pas, ces questions de statut coutumier. Je pense que quand on aura compris qu'en fait, le transfert du droit civil a créé implicitement un statut civil calédonien, la même question se posera pour les non coutumiers qui vont en métropole, parce que pour eux aussi, la question de savoir quel est leur droit... Alors pour l'instant, on raisonne toujours dans l'autre sens, en se disant on voudrait appliquer des lois de métropole ici, mais se posera probablement la question un jour où quelqu'un trouvera que la loi de Calédonie, elle est meilleure pour lui, et il voudra en faire application en métropole. Et il faudra bien qu'on comprenne qu'il n'y a rien, à part des problèmes techniques, qui ne sont pas négligeables, je suis d'accord, mais il n'y a rien théoriquement qui empêche ça. C'est exactement la même chose que quand on va soumettre une question de filiation ou de mariage pour des Allemands qui vivent en France à la loi allemande. Ça pose problème à personne, ça fait des siècles qu'on fait ça. Eh bien, il faudra bien qu'on comprenne aussi que la même question se posera pour le statut civil calédonien. Pour l'instant, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression que c'est la même chose et qu'en effet, depuis le transfert, il ne s'est pas passé non plus de révolution totale sur ce sujet-là. Mais j'imagine bien qu'un jour, soit on créera des lois du pays sur ces questions et ce sera elles qui devront se appliquer, soit on aura dit finalement ce qui existait avant, ça nous convient très bien et on le garde, et ben, les Calédoniens devraient pouvoir les revendiquer aussi en métropole. Et les échanges, la mobilité des gens est telle sur ce territoire que la question nécessairement se posera. Mais de dire qu'on devra appliquer des règles de droit international privé, je pense que philosophiquement, c'est encore difficile de l'admettre. Et on avait déjà la Cour de cassation qui avait posé une décision en disant non, mais les règles de DIP ne s'appliquent pas, d'ailleurs l'ordre public ne s'applique pas, allons-y. Bon, là, c'était sur du droit coutumier. Mais la Cour de casse avait dit, sauf erreur à l'époque, que les règles de DIP ne s'appliquaient pas. Or, en fait, si, parce que tous les gens nés ici ont un statut personnel différent, légèrement différent, mais peut-être plus grandement différent ultérieurement, que ceux de la métropole. Donc il y a une divergence. Et alors les enfants de métropolitains nés ici vont avoir un statut personnel de leurs parents. Donc il y a un vrai sujet, alors qui, encore une fois, pour l'instant, c'est à la marge, mais qui pourra plus tard poser des questions. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le seul écoulement du temps aggrave cette question. C'est-à-dire que quand bien même il ne se passerait rien au niveau des lois du pays ici, pour modifier ces questions-là, le temps va aggraver les divergences, enfin accentuer, d'ailleurs je ne devrais pas dire aggraver, mais accentuer les divergences entre ce qui s'applique en métropole et ce qui s'applique ici, ou ce qui s'applique à Tahiti et ce qui s'applique ici. Et donc le seul écoulement du temps fait que la question se posera de plus en plus. Et donc j'en reviens toujours, c'est une marotte, mais il va falloir à un moment dire à qui s'applique ce droit. Et il me semble que c'était quand même la première question qu'on aurait dû se poser, à partir du moment où on décidait qu'on était compétent ici pour créer notre droit, et bien savoir à qui on voulait l'appliquer. Alors, ça ne va pas de soi, contrairement à ce qu'on a imaginé, et sans révéler de secret particulier. Enfin, il y a des gens qui se sont posé la question à l'époque. Moi-même, j'ai travaillé de manière assez approfondie sur cette question, mais bon, ça n'a pas été une question suffisamment urgente, en tout cas perçue comme telle, pour qu'on y apporte une réponse. Mais de fait, les magistrats devront y apporter une réponse. Et alors, elle est pour l'instant implicite, mais elle existe, cette réponse.
puisque en fait, on fait un choix à chaque fois de qu'est-ce qu'on applique. On l'a évoqué pour les contrats tout à l'heure, mais encore une fois, ce sera peut-être encore plus sensible en matière personnelle. Ce sera plus sensible, enfin, en tout cas plus problématique, parce que ça touche à l'humain, ça touche à la personne. Donc, le jour où les lois seront très différentes, mais même la question, c'est est-ce que ça sera applicable en effet aux citoyens calédoniens? Quelle est la définition des citoyens calédoniens? Les enfants devront-ils attendre d'avoir la majorité et le droit de vote pour que le droit leur devienne applicable? Finalement, il y a plein de choses. Enfin, il va y avoir une vraie question politique pour savoir justement à partir de quand, qu'est-ce qui pourrait exclure. Alors, en effet, je pense que comme il n'y a pas beaucoup de différences pour l'instant, on ne prend pas le temps de se poser la question. Mais c'est peut-être maintenant que ça ne pose pas tellement de difficultés qu'il faudrait régler la question. Parce que quand il y aura des vraies positions et des vrais enjeux, je pense que la question sera plus difficile à traiter. Merci. En fait, on est aujourd'hui justement face à une problématique que vous évoquez, et spécifiquement sur la question de la loi, de la transposition en Nouvelle-Calédonie, de la loi sur le changement de nom, cette procédure simplifiée de changement de nom. Comme on l'a très brièvement évoqué tout à l'heure, il y a 3 projets de loi du pays qui sont sur le bureau du Congrès, et parmi ces 3 projets de loi du pays, il y en a une qui traite exclusivement de l'état civil. Dans ce projet de loi du pays, l'idée, ça a été de balayer donc tout ce titre 2 du livre premier dédié aux actes d'état civil pour tirer les conséquences du transfert à la Nouvelle-Calédonie de cette compétence opérationnelle, et donc typiquement de modifier l'article qui dit qu'aujourd'hui la tenue des registres se fait sous le contrôle du procureur de la République. Donc de dire clairement la tenue des registres d'état civil se fait désormais sous le contrôle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc rien que ça, de l'écrire, j'évoquais tout à l'heure très rapidement la dimension psychologique qui peut être attachée à ce transfert, mais rien que cette disposition-là, il faut l'amener, il faut l'expliquer, il faut rassurer, et on a pour nous, sur cette partie-là, la chance justement d'avoir exercé la compétence depuis le transfert, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, la dimension opérationnelle, on l'a exercée. Alors j'ai pas dans mes équipes qui sont là présents le bureau d'état civil, mais donc au sein de la direction des affaires juridiques, il y a un bureau d'état civil qui traite de ces sujets-là avec 3 agents. Donc, en fait, on a développé cette expertise, cette connaissance de la tenue des registres d'état civil, avec en appui quand même des communes qui étaient, elles, depuis un certain temps dans l'exercice de ces missions pour le compte de l'État. Je pense notamment à la commune de Nouméa, qui est quand même celle, du fait du grand nombre de personnes nées dans cette commune, une forte expertise. Désormais la commune de Dimbéa, puisque le Médipôle désormais étant sur cette commune-là. Donc en partenariat avec ces communes-là, on a pris en charge donc l'exercice de cette compétence très opérationnelle. La première des choses que l'on a faites déjà, c'était d'uniformiser, c'est tout bête, mais d'uniformiser l'acte d'état civil. Parce qu'on a été, moi j'ai été surprise quand on a commencé à exercer la compétence, de voir que chaque commune avait son acte. Donc, avait tropicalisé son acte, et je mets un fond couleur comme ça, et la plage ici, et mon logo là. Donc, c'est vrai que ça permettait pas, finalement, de commencer déjà à marquer, effectivement, qu'on était sur un état civil d'un pays, Nouvelle-Calédonie, et puis, finalement, aussi, de commencer à expliquer ou à diffuser cette culture d'une administration et donc derrière avec un format d'acte qui était quand même pas anodin comme acte, puisque l'acte d'état civil c'est quand même celui qui nous permet d'agir et d'exister tout simplement en droit. Et donc ça a été le premier acte que l'on a posé, que de dire on va uniformiser les actes d'état civil des personnes de droit commun en Nouvelle-Calédonie.
Donc rien que cette opération-là, d'obtenir des communes que désormais, ben oui, il n'y aura plus forcément la mise en page qu'elles avaient, la typographie qu'elles avaient choisie. C'était déjà quelque chose qui n'était pas anodin, parce qu'effectivement, ces communes sont des structures de proximité, donc la plupart de leur public viennent justement pour les problématiques d'état civil. Donc on sent bien que dans le scope des missions exercées par les communes, c'est quelque chose qui est anodin. Donc là aussi, il faut y aller à la théorie des petits pas, mais aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. Et à l'inverse, on a pris en charge, nous, la Nouvelle-Calédonie, désormais, d'imprimer nous-mêmes tous les actes sur un papier qui est spécifique, parce que là aussi, il y avait des vrais sujets de conservation. En fait, vous voyez, à dessein, je détaille un petit peu toute cette dimension opérationnelle, parce qu'une fois de plus, le transfert de compétences, c'est ça aussi. C'est assurer que ceux qui exercent ont les moyens d'exercer, assurer la conservation des registres, assurer pour la commune de La Foix qui s'est vue ces registres brûlés, comment est-ce qu'en 1996, comment est-ce qu'on peut soutenir la commune pour la reconstitution au fil de l'eau de ces registres, enfin toutes ces questions-là. Ce qui fait que fort de cette expérience, c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de demandes sur la fiabilisation de l'état civil, la dématérialisation de l'état civil, parce que ça n'avait jamais été fait. Là où, effectivement, en matière coutumière, l'état civil des personnes de statut civil coutumier est dématérialisé depuis 2001-2002, nous, on a récupéré un droit qui n'a pas été dématérialisé. Et dans la foulée, il y a eu les référendums. Donc, on nous a dit, vous êtes désormais compétents en matière d'état civil. Alors là où c'est très drôle, c'est quand c'est l'État qui nous le dit. On est ravis. Vous êtes désormais compétents, donc il va falloir vite le dématérialiser, parce que nous, on a un besoin pour l'établissement des listes électorales, pour faire les croisements de fichiers et tout ça. Donc ça a été notre deuxième mission opérationnelle, la dématérialisation de l'état civil des personnes de statut civil de droit commun, en s'appuyant sur ce qui a déjà été fait par les communes. Et encore une fois, la commune de Nouméa avait déjà lancé les travaux, la commune du Mont d'Or partiellement, et de même que la commune de Païta. Mais bref, donc ce travail de dématérialisation était essentiel. Et on s'est rendu compte que derrière ce travail de dématérialisation, il y avait plein d'attentes pour plein d'autres finalités au-delà de la finalité électorale. Je pense notamment au casier judiciaire, où là, il y a toujours une vraie demande. Vous avez certainement entendu parler du numéro d'identification des personnes physiques, du numéro de santé. Donc on s'aperçoit bien, là, pour le coup, en termes d'attente et de besoins, que la dimension état civil, mais de la donnée d'état civil est importante. Donc effectivement, ça nous permet en priorité de poursuivre ce travail-là. Et puis, avec cette expérience, on se dit, il va maintenant falloir toiletter le code civil. Et c'est vrai qu'il y a une dimension un peu stratégique à passer par l'état civil, parce qu'on est tellement au cœur du réacteur, l'état civil. On s'est dit, on va voir, là, on va tester quelle va être la position du Conseil d'État quand on va aller toucher ce titre-là. Ce titre qui est le cœur de ce qu'on est, le cœur des transferts. Donc, notre grosse première loi, finalement, à part la loi sur l'imprévision, parce qu'il y a eu une demande de la sphère économique, donc on l'a proposée, mais ça a été effectivement cette première loi-là, je dirais globale, elle a porté sur l'état civil. Donc, on y est allé. Initialement, on n'avait pas prévu d'intégrer, bien qu'on l'avait identifié, la modification simplifiée du changement de nom, parce qu'on était dans la logique des futures élections et on se disait, si entre-temps on intègre cette réforme alors qu'on est en train de fiabiliser nos registres d'état civil qui permettent de fiabiliser d'autres registres, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc on va peut-être différer l'intégration de cette réforme après les élections. Mais force est de constater que les faits nous ont rattrapés
parce que là, on a été exactement dans la problématique que vous identifiez. On a été dans la problématique d'une personne qui est née en Nouvelle-Calédonie et qui un jour m'appelle lasse d'avoir essayé auprès de sa commune de naissance, en l'occurrence Nouméa, qui a obtenu, donc au niveau, qui vit en France, qui est née en Nouvelle-Calédonie, mais qui n'a pas plus d'attache que d'être née en Nouvelle-Calédonie parce que ses parents étaient de passage, et donc elle sollicite le changement de nom simplifié, elle l'obtient, et donc elle saisit sa mairie de naissance ici, en l'occurrence Nouméa, et elle demande à ce que son acte d'état civil soit modifié, donc avis de la mention et tout. Donc les mairies se retournent vers nous et nous disent mais qu'est-ce qu'on fait? La disposition n'existe pas. J'ai dit effectivement la disposition n'a pas été étendue, donc vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la base légale pour pouvoir procéder aux modifications du nom de la personne. Donc la réponse lui est faite à cette dame, sauf qu'entre-temps, elle, et comme la loi lui permet au niveau national, elle a opéré le changement de nom de ses enfants. Donc elle se dit, mais moi en fait, je suis dans une situation où je ne suis plus juridiquement, le positionner, le verbaliser comme ça du moins, je ne suis plus la maman de mes enfants parce qu'au niveau de l'état civil, eux ils ont le nom, moi j'ai demandé le nom et finalement moi sur mon acte d'état civil, j'ai toujours pas ce changement de nom. Et puis, localement, on s'est aperçu que cette réforme du changement de nom, elle répondait à des attentes aussi locales, donc des personnes qui s'adressaient auprès des officiers d'état civil des mairies, parce qu'au niveau national, ce sont les officiers d'état civil des mairies qui traitent de ces sujets. Et donc, être confrontés à non, on ne peut pas, parce que la disposition n'est pas appliquée. Et ce qui nous a, au-delà des situations personnelles qui sont, pour l'avoir eu vraiment en ligne, cette dame, je comprenais tout à fait sa difficulté. Donc ça pose bien la problématique de pour qui est fait ce droit. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne pourra plus échapper à cette question. Parce qu'on voit bien qu'en plus cette dame-là, elle l'expliquait très bien. Moi, j'ai pas d'attache à Nouvelle-Calédonie. J'ai fait que net. Je suis partie, j'avais 2 ans et demi. Sauf que ton état civil était donc finalement, alors que le projet initial ne comportait pas ces dispositions, à la demande notamment de Monsieur Le Courrieux en charge du droit civil, on intègre cette réforme dans le projet, donc peut-être un scoop ou pas, mais en tout cas c'est pris en compte dans le projet, mais sauf qu'en attendant, parce que justement on est dans la gestion des états civils, on voit arriver au bureau d'état civil des mentions de changement de nom. Donc on appelle les mairies et on nous dit mais comment vous avez pu, sur quel fondement? Et là on nous dit mais on a appelé le parquet. Alors, là, je dis oui, et puis alors, qu'est-ce qu'on vous a dit au parc? On nous a dit que, mais non. En fait, on pouvait, si finalement les personnes n'étaient pas nées en Nouvelle-Calédonie, mais dont l'état civil était en fait ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, en métropole, en France ou en Polynésie, ou en Guadeloupe, enfin, ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie. Je dis, ils ont fait application d'un critère, là, de fait, dont je m'interroge encore, de la validité, et une fois de plus, en plus, ce qui est un peu dommage, c'est sans qu'on ait eu l'occasion d'échanger. Mais ça veut dire que concrètement, ça a été très complexe parce que forcément, ça s'est su. Donc, d'aucuns sont allés voir des communes, et je pense notamment à la commune de Koumak, pour dire moi, je souhaite changer mon nom. Donc, face à la pression, l'agent d'état civil opère au changement de nom. La personne arrive, souhaite solliciter la demande d'un passeport auprès de l'État qui dit non, monsieur. En fait, votre changement de nom n'a pas été
pas régulier. Donc vous voyez, là, en l'espace de 5 mois, comment très vite cette problématique a pu avoir des effets, des conséquences juridiques, mais aussi dans le quotidien des gens, et qui nous a évidemment interpellés sur la nécessité à la fois de modifier le texte, parce que sur le fond, évidemment, il n'y avait pas de sujet en termes d'opportunité, il n'y avait pas de sujet politique en tout cas, puisque comme je vous le disais, c'est sous l'égide de M. Le Courrieux que cette modification a été proposée. Donc il n'y avait pas un sujet en soi, il y avait d'autant moins de sujets, je dirais, que quelque part sur cette question-là, c'est finalement le droit national qui rejoint le droit coutumier. C'est-à-dire qu'on est peut-être dans le premier cas où effectivement on a une évolution du droit national et donc du droit calédonien demain, qui fait sien ce qu'au niveau coutumier on a depuis toujours, c'est-à-dire cette faculté de changer de nom, de changer de prénom de manière simplifiée, c'est-à-dire sans invoquer un intérêt légitime particulier, mais de manière plus restreinte, parce qu'on sait que le choix il est quand même restreint au nom des parents. Mais donc on voit bien qu'en plus, j'allais dire culturellement, dans toute notre diversité culturelle, c'est pas quelque chose que l'on méconnaît dans notre droit. Donc c'était vraiment pas pour nous un sujet, il y avait bien un sujet d'opportunité. Par contre, derrière, ce que ça a montré, c'est évidemment la nécessité de clarifier la question des conflits de normes, parce que comme vous, je pense que la personne embarque avec elle son statut et embarque avec elle le droit qui est inhérent à son statut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Calédoniens, je dirais de statut de droit commun, sont dans la même situation que la personne de statut civil coutumier au regard de du droit qui leur sera applicable au niveau national. C'est-à-dire que c'est une problématique que les personnes de statut civil coutumier ont toujours rencontrée, de la non-reconnaissance de leur statut au niveau national, qui fait que, par exemple, un couple de personnes de statut coutumier qui accoucherait d'un enfant, cet enfant qui manifestement dans le statut est coutumier, se voit inscrit sur des registres de droit commun, avec derrière la nécessité de demander la désinscription de cet enfant pour le basculer dans le statut qui en fait est le sien. Et bien aujourd'hui, tous les Calédoniens, les personnes de statut de droit commun seront également confrontés à cette difficulté. Alors quand je dis tous les Calédoniens, là aussi, on voit bien que finalement le critère qui a été retenu, suggéré, je ne sais pas quel est le bon terme, par le parquet des communes, a été celui de la naissance, finalement. C'est-à-dire, si vous êtes né en Nouvelle-Calédonie, vous ne pourrez pas bénéficier, mais par contre, si vous êtes né à l'extérieur, et même si vous vivez en Nouvelle-Calédonie depuis 50 ans, vous pourriez obtenir le changement de nom simplifié, parce que finalement, la traduction concrète de cette décision, dont une fois, je rappelle qu'ici, les officiers publics n'ont pas de compétences légales pour l'exercer, il y avait quand même ce sujet, cette traduction pourra se faire au niveau national ou ailleurs, en dehors de la. Donc oui, aujourd'hui, on y est. Ça va se régler parce que, de fait, le droit calédonien sur cette disposition-là va, je ne sais pas si c'est le bon terme, je ne sais personne, mais en tout cas va reprendre, transcrire dans ce droit cette faculté. Mais on voit bien que là, on a été effectivement en situation de voir concrètement les effets d'un manque de précision sur les conflits de normes et le critère de rattachement normatif. C'est un sujet sur lequel, Sandrine, tu as énormément travaillé. On a essayé, suite à tes travaux, effectivement, de modifier la loi organique pour fixer ce critère. Quel est le critère de rattachement normatif désormais en Nouvelle-Calédonie? Peut-être que la question sur la citoyenneté aujourd'hui politique va faire émerger davantage ce sujet,
Mais en tout cas, on voit bien qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Parce que ça met vraiment les gens dans des situations de détresse. Cette dame, elle était, son monde s'écroulait et elle ne pouvait pas en plus y donner un sens. C'était ce qui est terrible, c'est-à-dire qu'elle... Pour elle, c'était presque un accident, sa naissance en Nouvelle-Calédonie, et de voir l'implication que ça avait pour elle. Elle ne le comprenait pas, elle ne l'envisageait pas. Mais on avait déjà eu cette difficulté, je rebondis sur ce que vous disiez, au moment en fait, des nouvelles lois en métropole sur le PACS, sur les mariages pour tous, sur les adoptions, où on avait en fait, des personnes qui voulaient adopter ici, la loi n'était pas applicable, ça ne marchait pas, ils partaient en métropole. Nationalité française, donc nationalité française, ils n'y cherchaient pas plus loin, l'adoption se faisait, ils revenaient ici, et finalement quand on saisissait le juge, on se retrouvait avec une situation exceptionnelle, enfin rare, où on leur demandait justement d'appliquer la loi la nationalité de la personne pour permettre ici une reconnaissance de droit qui n'avait pas été reprise par le texte. Donc, et comme vous le disiez, on touche au cœur de la personne, au cœur de la filiation, à savoir comment les personnes peuvent savoir qu'en allant sur un territoire qui permet la nationalité française, finalement leurs droits civils personnels, donc ceux qui définissent quand même leurs droits primaires et premiers, ne vont pas être les mêmes selon qu'ils naissent à Nouméa ou selon qu'ils naissent à Wallis, même en n'allant pas beaucoup plus loin, et qui naissent à Paris, où justement cette personne qui était née ici et qui n'avait aucun rattachement, et ces droits, à savoir comment des liens juridiques peuvent se créer, que ce soit par le mariage, le PACS ou l'adoption, c'est des vraies questions qui se posent, et il va falloir à un moment donné qu'on définisse justement, finalement, des règles d'applicabilité, peut-être de droit international privé, à savoir, pour que les gens puissent déterminer aussi quels sont les droits qui sont applicables à eux, quitte à décider éventuellement de faire naître leurs enfants à tel endroit ou à un autre. Mais comme la nationalité française est encore attachée à la naissance ici, les gens ne comprennent pas pourquoi elle n'est pas créatrice des mêmes droits que de naître sur une autre parcelle du territoire français. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que ça peut générer, mais je pense que tout le monde le comprend, ça génère aussi de l'injustice. C'est-à-dire que ce qu'explique Madame Ibougassem, que finalement, si on va dans telle mairie, ça marche mieux que si on va dans telle autre, c'est ce qu'en droit international privé, on appelle le forum shopping, c'est-à-dire qu'on va choisir sa juridiction en fonction des avantages qu'elle va pouvoir nous procurer, parce que si on reste devant son tribunal naturel, on ne les aura pas. On sait très bien que ça suscite de la fraude, ça suscite de l'injustice, ça suscite de l'inégalité, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller chercher ailleurs ce qu'il n'obtient pas chez lui. Donc c'est totalement délétère. Et encore une fois, alors ça crée de l'injustice, ça crée de l'inégalité, évidemment. Donc il faut résoudre ce problème vite. En fait, moi, déjà il y a 10 ans, je disais il fallait le résoudre. J'ai eu le sentiment, mais je me rends compte qu'en fait, c'est pas vrai, que finalement, c'était une question d'universitaire très théorique et tout le monde s'en passait. On n'avait pas besoin de la réponse. Non, en vérité, sur des choses extrêmement concrètes, on voit que ça peut susciter quelque chose qui est tout sauf de la cohésion. Voilà. Et donc, il faut prendre cette question à bras-le-corps et la résoudre enfin. Parce qu'en effet, si ce n'est pas le législateur qui le fait, les juges seront amenés à le faire. Alors, si c'est fait dans le cadre d'un contentieux, au moins, ce sera public, on aura la réponse très bien. Si c'est fait par le parquet, un peu à la marge comme ça, peut-être qu'ils ont pensé bien faire, ce n'est pas la question. C'est juste qu'il ne faut pas procéder comme ça, parce qu'en effet, ça génère vraiment de la distorsion normative. Et ça ne va pas du tout. Il y a assez de complexité comme ça, je pense, sur le territoire pour ne pas rajouter ce genre de distorsion. Est-ce que Monsieur l'huissier veut prendre la parole ? C'est très gentil de me la proposer, Madame Sana, mais je crois que sur ce sujet, j'aurais rien de plus intéressant à dire que ce qui a déjà été dit. Bon, merci. Très bien. Oui, Monsieur le notaire. Non, sur ce sujet, mais moi, j'aurais bien parlé des successions. Mais est-ce qu'on peut en parler ? Après tout, c'est toujours lié, intimement lié aux personnes, à leur histoire. Alors, je pense. Non, mais bien sûr. Donc, allons-y. On parle de ça, alors ? Si vous voulez. Pas trop longtemps, mais... Non, pas longtemps. Moi, je ne parle pas longtemps. Simplement, les successions, je sais que
ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur cette loi de 2018 qui a... alors sur le fond, de mon point de vue, ce n'est pas non plus une révolution, puisqu'elle est venue, alors pour le coup, dans le droit civil calédonien, appliquer une solution qui était déjà possible sur option dans la délibération de 1980. En fait, l'idée, c'est de dire, quand on est alors, exclusivement de droit coutumier kanak, et exclusivement, eh bien, on va décider, donc c'est une règle du droit civil, la loi dit, ben voilà, ce qui est hors terre coutumière, ce qui est plutôt, ce qui dépend, relève de la terre coutumière, dépend exclusivement de la coutume. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est une façon déjà d'intégrer la coutume dans le Code civil, même si la coutume reste vivante. Eh bien, on identifie l'officier public, coutumier, etc., avec son rôle. Donc ça c'est plutôt intéressant. Mais après, plutôt que de dire, donc uniquement pour cette catégorie de personnes avec ce statut, plutôt que de dire que ce qui est hors terre coutumière, alors que ça se passe comme ça de leur vivant, hein, c'est-à-dire qu'une personne de droit coutumier kanak peut acheter évidemment un bien immobilier, le vendre, avoir une vie tout à fait classique, comme tout citoyen calédonien. Mais alors là, plutôt que de dire que les biens hors terre coutumière, eh bien, tout simplement sont régis par le droit civil calédonien de droit commun, eh bien, on a l'impression que ce sont des règles de droit civil, mais encore particulières à cette catégorie de citoyens. Et c'est vrai que c'est étonnant, parce qu'on parlait tout à l'heure de manque de moyens. Et alors je ne sais pas comment cette loi a été élaborée, mais c'est vrai que, par exemple, les notaires, on est a priori plutôt bien placés pour régler les successions. Et ça aurait été l'occasion peut-être de travailler avec les officiers publics coutumiers et puis d'articuler les choses. Moi, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi on a créé ça. Est-ce que ça a un intérêt ? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que je ne vois pas d'obstacle fiscal. Donc, je ne vois pas. Mais en tout cas, ce que je trouve, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. C'est un exemple, puisqu'on crée, alors qu'on a déjà du mal à déterminer, à faire naître un droit civil calédonien, on crée au sein du droit civil calédonien encore autre chose. Voilà. Alors, j'ai pas d'avis. je ne m'invente pas un avis quand j'en ai pas. En tout cas, je connais trop mal ce sujet précis pour avoir un avis. Je ne sais pas si Matcha en a un ou pas. Encore une fois, on n'est pas obligé de répondre hein, quand on ne sait pas. Oui, alors moi, je suis plutôt sur le droit civil de droit commun calédonien, mais quand je dis ça, ça ne répond pas à votre question, parce que c'est précisément ce que vous interrogez. En fait, ce que je comprends dans cette loi du pays qui a été proposée par mes collègues de la DGRAC, c'était en fait l'objectif, parce que c'est toujours comme ça quand on fait une loi, c'est quelle est la finalité. Donc la finalité consistait finalement à proposer un mode successoral qui existait plus ou moins avec l'option, un mode successoral auprès des personnes de statut civil coutumier qui ne soit pas complètement celui des usages coutumiers. Puisque aujourd'hui, comme vous le savez, les personnes de statut civil coutumier sont régies pour ce qui concerne leur état civil par la coutume. Et donc, c'était de dire, finalement, pour les successions, on peut réfléchir à des modalités successorales qui soient pas tout à fait les usages coutumiers, mais pas non plus le droit commun. À l'époque, non, parce que on était déjà dans le transfert, donc le droit commun calédonien. Et donc, il a été proposé donc cette loi du pays, et l'objectif derrière, c'était justement de permettre d'assurer aux épouses, aux enfants, finalement, d'être l'attribution de certains biens, et principalement, souvent, la maison. C'est-à-dire comment, finalement, dans ce droit coutumier, on vient prendre en compte une réalité qui est celle
de l'épouse, qui est celle de la fille mère, qui est celle et comment finalement, en venant toucher le droit coutumier, je dirais traditionnel, on faisait une place différente à ces modalités successorales. Et en fait, tout le quiproquo que vous identifiez, c'est que pour distinguer ce qui était la modalité successorale traditionnelle, usage coutumier, avec déjà cette faculté d'option, eh ben on a dit non mais ils sortent des usages coutumiers, donc c'est du droit commun, parce que non coutumier à proprement parler. Donc on a parlé du droit commun, mais en fait on se rend bien compte que c'est un droit commun qui demeure toutefois spécifique aux personnes de statut civil coutumier, parce que on n'a quand même pas du tout repris les règles successorales de droit commun. Donc c'est effectivement, ça vient complexifier, en tout cas en matière successorale, la sémantique. Après, je pense que dans la pratique, ça va, vous en sortez. Parce que comme vous le disiez, en fait, c'était quelque chose qui était déjà mis en œuvre via l'option que pouvait faire une personne. Ouais. Alors, dans la pratique, avant, à l'époque de l'option, on ne savait pas trop quel était le rôle finalement du notaire. Il y a des études faisaient des déclarations de succession, d'autres ne le faisaient pas. On ne savait pas on pouvait faire des donations du vivant. Maintenant, avec cette nouvelle loi, c'est clair, on ne s'occupe plus de rien. Et par contre, on dit à nos clients Canac qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit de faire des donations de leur vivant. Voilà, donc, mais on ne s'occupe plus de rien. Donc on n'a plus aucune interaction avec cette catégorie de clients. Et c'est comme ça, c'est la loi. Mais voilà. Mais ça révèle quelque chose de très intéressant, alors là, qui n'est pas de l'ordre du droit, qui serait plutôt de l'ordre de la sociologie. C'est toute la dimension psychologique, non pas de l'administration cette fois-ci, mais de la création de la loi. C'est-à-dire que là, on voit bien, comme le dit prudemment Madame Ibougassem, c'était plus tout à fait du droit coutumier, mais il fallait quand même pas non plus dire très clairement que ça allait être du droit commun, parce que voilà, on a inventé cette espèce d'entre-deux qui sans doute complexifie, mais qui était peut-être la seule façon à ce moment-là d'évoluer sur ce problème, sans trop dire que oui, peut-être qu'en effet les habitudes du droit commun peuvent satisfaire ou répondre à certains besoins de la population de statut coutumier. C'est pas forcément facile à dire politiquement. Donc il y a peut-être cette dimension-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faudra s'en souvenir pour d'autres questions ultérieures, que il faut faire très attention aux mots qu'on utilise quand on crée la loi. Et là, il y a vraiment une dimension psychologique et symbolique qui peut amener encore plus de complexité, mais ce n'est pas propre à ici, ça c'est vrai partout. Bien, messieurs, dames, je crois qu'on a déjà beaucoup parlé de choses intéressantes en clin d'œil, et ce n'est pas du tout de la provocation, mais ce qui était évoqué sur cette question des changements d'état civil, changement de nom, etc., me faisait penser qu'on explique à nos étudiants en droit international privé qu'aujourd'hui, d'un pays à l'autre de l'Union européenne, quand quelqu'un a changé de nom, ça s'impose à tout le monde, aux 27 États membres, le principe de reconnaissance au sein de l'Union. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont été en désaccord avec ça, mais aujourd'hui, je me rends compte, ou j'ai le sentiment qu'il est presque plus facile de faire admettre un changement de nom en Allemagne, en Pologne, en Autriche ou en Espagne, que entre la métropole et nous ici. Donc ça devrait quand même nous interpeller. Mais manifestement, la question est en train d'être réglée sur ce point, mais je ne doute pas que d'autres questions se poseront de même nature. Y aurait-il des questions dans la salle avant que nous passions aux propos conclusifs de Madame Albanaise ? Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un peut donner le micro, s'il vous plaît, mademoiselle ? Non, il faut que ce soit enregistré, si vous voulez bien, parce que les gens qui suivront en différé les débats n'auront pas votre remarque ou votre question. Alors, je suis toujours Carole Boussingaud. Moi, ma question, elle est sur justement ce changement de nom. Parce que j'ai un de mes clients qui est venu me voir, nationalité française, qui réside sur le territoire et qui voulait changer de nom.
évidemment, je l'ai envoyé à la mairie de Nouméa avec un petit doute sur l'applicabilité du texte. Il s'est fait retoquer. Et je lui dis, on va jouer, puisque le texte métropolitain prévoit que le changement peut être demandé soit à la commune de naissance, soit à la commune de résidence. Donc, il partait en voyage en métropole, je l'ai envoyé dans sa commune de naissance, où a priori, l'officier d'état civil va lui dire que le texte prévoit la possibilité de changer de nom, puisque la faculté est prévue par le texte. Et donc, j'attends avec impatience de voir ce qu'on va faire de tout ça quand il va revenir sur le territoire au terme de ses vacances. Mais il y a un petit sujet quand même, parce que je trouve que c'est complètement aberrant que quelqu'un de nationalité française puisse pas avoir un changement de nom validé en métropole et pas ici. Et puis, depuis tout à l'heure, tout le monde parle de citoyens calédoniens. Et depuis le début, moi, je me dis, je ne sais pas ce que c'est. Parce que j'entends que serait un citoyen calédonien. Alors, comme disait mon vieux professeur, Gérard Cornu, il disait, il y a ce qui est sûr, c'est que, et ce sur quoi nous pouvons légitimement nous séparer. Alors, je veux bien que les gens nés en Calédonie, résidant en Calédonie, puissent être des citoyens calédoniens, mais moi, je suis né en métropole, je réside ici, je n'ai pas le droit de vote. Et donc, je trouverais particulier que des gens comme moi, à qui on dénie un aspect considérable de la nationalité, on vienne me dire, ah ben oui, mais pour ce qui est de ton état des personnes et de ton nom, c'est cet état, cette collectivité qui te dénie ta citoyenneté, qui va s'arroger le droit de te dire si oui ou non tu peux changer de nom alors que tu n'as pas les autres éléments de la nationalité qui sont la citoyenneté qui sont attachés ici. Donc on a quand même un vrai problème. Et pour tous les gens qui sont nés en métropole, c'est vrai que la manœuvre de contournement, c'est de leur dire commune de naissance, c'est prévu par le texte, vous vous présentez à la commune avec le formulaire et ils vont revenir avec un acte de naissance qui a été modifié. Et j'attends avec impatience de voir ce qu'on va en faire ici. Donc, Eh ben, ils vont obtenir leur changement de nom, en fait, puisque aujourd'hui, ce qui fait obstacle de manière matérielle au changement de nom, au-delà de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, évidemment, c'est parce que les mairies n'ont pas de fondement légal pour pouvoir procéder à ce changement de nom. Mais cette personne-là, elle va obtenir de toute façon son changement de nom, parce que la mairie de naissance, elle aura ce fondement-là. Et ce qu'évoquait tout à l'heure Sandrine, c'était justement le fait de... Moi, j'ai dans ma propre direction des agents qui m'ont dit moi, je vais aller en Polynésie, parce que je suis née là-bas, en fait. Donc, je vais obtenir mon changement de nom là-bas. Donc, on voit bien que c'est... On se posera peut-être la question pour les enfants de cette personne, après, qui sont nés ici. Potentiellement. Ouais. Sur la question que vous évoquez de la citoyenneté, parmi les pistes qui avaient été évoquées sur les conflits de normes il y a 10 ans, comment ça se règle tout ça au niveau de l'EIP? C'est la nationalité. Sauf qu'en Nouvelle-Calédonie, ce critère-là, il n'est pas opérant, puisqu'on est tous nationaux français. Donc, on voit bien que qu'est-ce qui va faire, quel est le critère qui va être choisi pour être ce critère de rattachement normatif, dont on comprend bien avec les exemples que l'on vient de donner, qu'aujourd'hui, on ne pourra pas s'en passer. Et on n'a pas abordé la question de l'affiliation, parce qu'il y a un autre sujet sur lequel nous travaillons, c'est la question de l'affiliation des enfants nés d'un couple homosexuel avec assistance médicale à procréation, un couple de femmes. Ça va être un sujet, c'est-à-dire les dispositions nous ont été étendues, les dispositions du Code de la santé qui autorisent désormais des couples lesbiens à accéder à cette modalité donc, de parentalité. Mais une fois de plus, les dispositions de la loi bioéthique qui prévoit cette faculté-là, ou aux femmes seules d'ailleurs aussi, pour ce qui concerne le Code civil, le législateur n'a pas pu étendre les dispositions relatives au Code civil, c'est-à-dire finalement la finalité, c'est bien de reconnaître la filiation. Donc aujourd'hui, on est dans un système où un couple lesbien pourra effectivement en Nouvelle-Calédonie accéder à l'assistance médicale à procréation,
ce qui était jusqu'alors pas possible, ou une femme seule pourra également, mais sauf que si la Nouvelle-Calédonie n'adopte pas les textes en matière de filiation pour reconnaître finalement la double filiation des deux mamans, des deux parents, de toute façon, cette disposition, elle ne trouvera pas ou elle ne remplira pas son office, puisque l'objectif, c'est quand même bien ça. Donc on voit bien que derrière, il y a des et ça, moi, je ne sais pas ce que le Congrès va décider. C'est un vrai choix sociétal. Il n'y a pas être moderne et être ancien dans l'histoire. Hein. C'est quoi la vision qu'on a tous de la famille? Donc on travaille, et Ima Guéry est là et c'est lui qui travaille sur le projet de texte. C'est bien de mettre des gens derrière des services. Voilà, c'est des agents de la Nouvelle-Calédonie qui travaillent sur ce projet de loi du pays. Mais donc, on voit bien que là, concrètement, si on ne règle pas la question des conflits de normes, on est sur des sujets, mais vraiment de cœur, comme je disais, c'est le cœur du réacteur. Donc, par rapport à la citoyenneté, pour revenir à ça, et donc je faisais une petite incise sur la filiation, c'est qu'effectivement, on entend là dans les débats, aujourd'hui, la citoyenneté, elle se définit essentiellement le droit de vote, l'emploi local. Et donc, il y a le président, lors de son discours, a évoqué une réflexion sur la citoyenneté. La citoyenneté avait été potentiellement identifiée comme étant un critère possible de rattachement normatif, et c'est ce qui supposait d'ailleurs, quand on est allé au Conseil d'État pour aborder la question des conflits de normes, parce que une fois de plus, tous ces sujets-là, ils ont été pris en charge en termes de réflexion au moment du transfert. Le Conseil d'État nous a dit qu'il n'y a que le législateur organique qui peut fixer ces critères de rattachement normatif. Et donc, on va réfléchir, parce qu'au départ, on pensait plutôt, nous, à un mode conventionnel, comme, par exemple, la convention franco-calédonienne fiscale, où on s'est mis d'accord, en fait, de manière conventionnelle, à l'application de ces deux normes et comment est-ce qu'on allait articuler, finalement, la mise en œuvre de ces deux normes au regard de personnes qui potentiellement pouvaient relever de ces deux régimes fiscaux. Et bien, on s'était dit, on va choisir le mode conventionnel avec l'État. Et là, le Conseil d'État a dit non, c'est clairement de la compétence du législateur organique. Il a missionné la chancellerie pour réfléchir sur un projet. Et en fait, la modification de la loi organique n'est jamais intervenue. Mais parmi les critères, il n'y en a pas 15 000, en fait. La nationalité, on voit bien que ce n'est pas opérant. Il y a la citoyenneté, mais avec effectivement ce que vous évoquez, c'est-à-dire, oui, mais aujourd'hui, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une vision beaucoup plus globale ou englobante, je ne sais pas comment dire, de la citoyenneté, si tel était le cas. Ça peut être la territorialité. Et pour avoir échangé avec certains responsables du Haut-Commissariat, eux, ils sont plutôt sur cette logique-là, en disant non, mais c'est le droit calédonien, ça s'applique en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et donc, quand on évoque la problématique des statuts, non, mais en dehors, ça n'a pas vocation à s'appliquer. Je dis, mais ce n'est pas envisageable pour un statut personnel. Mais c'est ça la difficulté. Ça n'est pas envisageable. C'est qu'on n'est pas sur un acte politique, on n'est pas sur la question de savoir où on peut travailler, on est sur qui on est et quels sont nos droits. Exactement. Et ce qui veut dire que deux personnes de nationalité française n'auraient pas les mêmes droits en fonction de là où elles sont nées. Si c'est la naissance. Si c'est la naissance. Ou si c'est la citoyenneté, et que, parce que ça pose une vraie difficulté pour les personnes notamment qui veulent faire des enfants par le cadre de PMA, qui, parce qu'elles sont nées ici, n'auraient pas les mêmes droits que des nationaux nés en France, si c'est le lieu de naissance. Et quand on touche au statut personnel, on touche vraiment à l'essence même de la personne, et de faire une différence sur une même nationalité, ça me semble être un sujet scabeux. Et c'est ce qui se passe avec le statut coutumier. Mais c'est une volonté politique. C'est la même qu'impliquait, sans qu'on s'en rende vraiment compte, le transfert de compétences du droit civil. C'est ce qui ne s'est pas fait en Polynésie, précisément. C'est-à-dire qu'on n'a pas touché à ça parce que c'est hautement symbolique. Oui. Et que donc, là, on a dit non,
la Polynésie, on ne va pas poser cette question trop sulfureuse. Mais bon, là, il est plus temps de se poser la question. Le transfert est fait. Donc maintenant, il faut trouver le critère et il faut faire les meilleures lois du pays possible. Et si je peux me permettre juste d'insuffler une petite idée, que ça fait des années que je dis, il faut que dans les services administratifs du pays, on recrute des juristes de droit privé. Parce que ce sont eux qui vont faire le cœur du droit qui régit notre vie quotidienne. C'est très bien de recruter des gens qui s'interrogent sur les statuts, les questions institutionnelles et tout ça, oui, bien sûr, mais tout ne tourne pas que autour des questions d'institution. Il faut des privatistes dans les services administratifs. Sandrine, je suis venue que pour ça. Mais ça y est, je l'ai dit. Mais c'est extrêmement important. Donc Hervé de Gaillande, mais dans la salle cette fois. Juste une remarque, c'est que si ces questions ne sont pas résolues par un législateur, quel qu'il soit, à un moment donné, la question se posera devant un juge et il sera bien obligé d'y répondre. Et là, on n'aura pas la réponse que le politique, mais le politique au sens de ce qu'il est, c'est-à-dire le représentant élu par les citoyens. Alors, on n'aura pas sa réponse à lui, on aura la réponse d'un magistrat, voilà, ou de 3 magistrats si ça va à la cour d'appel. Et ce ne sera pas satisfaisant, mais le magistrat saisi, il sera bien obligé de répondre. Il aura l'obligation de répondre avec les outils à sa disposition, et y compris les principes fondamentaux. Et après, il fera son choix parmi les principes fondamentaux. Mais il le fera en ne répondant qu'à la question ponctuelle qui lui est posée. Et on ne peut pas attendre du magistrat qu'il monte à lui tout seul à l'occasion d'une affaire toute une théorie des conflits de normes applicables. Et c'est là où c'est très dommage. Mais c'est ce qu'a fait la Cour de cassation en droit international privé, c'est-à-dire la même question, mais tournée vers les autres pays, en presque 200 ans. Elle a construit toute seule. Il n'y avait rien dans le Code civil sur les mais il sera obligé de se faire cette construction-là, mais pas en 200 ans, en 2 ou 3 mois. Quoi. Absolument. Mais j'allais dire, mais c'est la même idée, en décidant que ça revenait au législateur organique que de prendre ces réponses-là, il n'y avait rien de mieux pour que ça ne se fasse pas. Parce que c'est extrêmement compliqué de modifier une loi organique. Donc on savait très bien qu'en décidant ça, on repoussait au calendrier grec cette prise de décision. Et de fait, c'est les magistrats qui finiront par le faire. Et c'est peut-être pas si grave, c'est dommage, parce que ça veut dire que le législateur n'a pas assumé cette question-là. C'est très dommage, parce que je pense qu'elle est vraiment complexe. Mais oui, les magistrats le feront. Nous allons céder la parole à Madame Albanese. Ah pardon, il y a une autre question que je n'avais pas vue. Monsieur, je vous en prie. Dernière réflexion. Philippe Gillardin, avocat. Quand il y a eu les transferts de compétences, effectivement, il n'y a eu aucune réflexion de DIP, aucune réflexion d'extranéité qui s'est posée. Et on en arrive à ces situations très complexes aujourd'hui de forum shopping, comme tu le disais, Sandrine. Dans l'exemple de tout à l'heure, vous disiez, vous parliez des changements de nom, par exemple. Eh bien, un citoyen allemand n'aurait pas pu obtenir un changement de nom en France et le faire inscrire en Allemagne si l'Europe n'avait pas prévu des textes et des traités de ce point de vue-là. Je suis très étonné de l'exemple qu'on a eu tout à l'heure de cette dame née en Calédonie un peu par hasard et qui se trouve confrontée à cette situation maintenant. Comment est-il possible qu'on n'ait pas prévu que l'état civil, et donc les registres d'état civil, avant le transfert, demeurent de compétence de l'État? C'est un peu comme si on résume sur un domaine de régime matrimonial, par exemple, une personne qui est née, qui a contracté un mariage avant la réforme de 1975 était d'un régime matrimonial, et si se pose une question sur son régime matrimonial postérieurement, on se situe bien au moment où elle s'est mariée. Donc, pour moi, la question qu'on s'est posée tout à l'heure ne devrait pas se poser. C'est-à-dire que cette personne devrait pouvoir faire transcrire son changement de patronyme dans la mairie de naissance en Calédonie, parce qu'au moment où elle est née, ce registre appartenait à la France, et donc le système métropolitain devrait pouvoir s'appliquer. Et ça pose un réel problème, cette absence de réflexion de droit international privé interne, on va appeler ça comme ça. Je vais vous donner un exemple par rapport à ce que monsieur le juge nous parlait tout à l'heure de prescription et de cette question qui a
qui a donné lieu à ce que la Cour de cassation nous dise, en matière de prescription, en Calédonie, c'est la prescription de droit commun, c'est-à-dire la prescription de 5 ans qui se pose. On parle donc de forum shopping et de gens qui bougent. Imaginez un métropolitain qui laisse des dettes en métropole, qui vient passer quelques années en Calédonie. Il se trouve qu'au moment où il est en Calédonie, il est recherché par son créancier de métropole et il dit « Ah oui, mais je suis en Calédonie, ma dette, elle a 5 ans et 1 jour. » Et donc vous avez un juge calédonien qui va effectivement statuer en disant « Ben oui, effectivement, au regard du droit calédonien, puisqu'on tente d'exécuter en Nouvelle-Calédonie, cette dette est prescrite. » Ce monsieur retourne en métropole. Son créancier le retrouve rapidement et tente de nouveau d'exécuter en disant « Mais moi, la prescription, je ne connais que la prescription de 10 ans. » Et oui, mais on a une décision de justice qui a été rendue, qui est applicable en France, en métropole. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez que ça pose des questions, effectivement, qui sont complexes, qui sont nombreuses. Et je crois que dans l'évolution, dans les réflexions qu'on va avoir sur notre nouveau statut, etc., ce sont des questions sur lesquelles il va falloir réfléchir de manière intense. Merci. Oui, merci beaucoup Philippe. Et en effet, je suis ravie, et je n'imaginais pas qu'en venant parler avec vous du transfert, des 10 ans du transfert, on concentrerait le projecteur sur les questions de conflit de normes qui me tiennent à cœur depuis bien longtemps. Donc je suis évidemment ravie de ces débats, mais ça montre à quel point le sujet devient vraiment prégnant et que tout le monde en a conscience, hein, que ce soit chez les notaires, chez les huissiers, chez les avocats ou chez les magistrats, tout le monde ressent de manière assez forte que le problème arrive, s'il n'est pas déjà arrivé. Et le gouvernement, bien sûr, on l'a vu à plusieurs reprises. Merci beaucoup pour ces échanges riches. On sent que le sujet tient à cœur, hein, pour beaucoup d'entre nous et c'est très positif. Ça veut dire que les gens de bonne volonté sont prêts encore à y penser, à y réfléchir, à poser des questions, à faire remonter des problématiques que le législateur devra se saisir, hein, même si ce ne sont pas des sujets d'actualité brûlants en termes politiques, mais encore une fois, il en va de la vie quotidienne des gens en matière de créances, en matière de filiation, de tout ce qui touche à la vie ordinaire. Donc c'est extrêmement important et je suis ravie de cette audience pour un sujet qui pouvait sembler technique a priori.